Bonsoir à tous, il est 19h50, voici les titres. À la une ce soir, un baobab centenaire s'est effondré dans les locaux du centre médical de Kouket Maloum à Foumban, causant la mort d'une femme et blessant 4 personnes. L'incident a été provoqué par une pluie accompagnée d'un vent violent. Malgré son apparence solide, l'arbre avait subi l'usure du temps. À Douala, des centaines de maisons sont menacées de destruction par la mairie de la ville. La raison invoquée, l'envahissement de ces zones par les marchés. Les propriétaires des maisons sont inquiets et protestent contre cette décision, craignant de perdre leurs biens et leurs moyens de subsistance. Les évêques du Cameroun se réunissent pour leur 50e assemblée plénière à Yaoundé. Ils réfléchissent sur leur rôle dans une société en mutation et implorent le Saint-Esprit pour l'élection du nouveau pape. L'évêque rappelle l'importance de la paix et de la conscience citoyenne à l'approche des élections présidentielles. Ils invitent les Camerounais à se préparer pour des élections apaisées. Les arbitres de football de la région du centre sont en grève, suspendant les matchs de football. Ils exigent des mesures pour améliorer leurs conditions de travail et garantir l'intégrité des compétitions. Voilà pour les titres. Dans un contexte de réflexion profonde, l'Église catholique du Cameroun tient sa 50e assemblée plénière, moment de discernement pour les évêques face aux défis d'une société en mutation. Cette retraite spirituelle est l'occasion de questionner les lendemains d'un clergé endeuillé mais résilient. Delphine Fonkoutene, Raoul Ngoufo. Le deuil universel qui enveloppe la basilique Saint-Pierre de Rome trouve un écho recueilli dans la capitale camerounaise. Près de 72 heures après les obsèques du souverain pontife, les prêtres réunis à Yaoundé implorent le souffle du Saint-Esprit pour guider l'élection du 267e pape. Nous sommes aussi unis avec l'Église universelle pour prier pour les cardinaux qui sont déjà à Rome dans le conclave pour choisir un autre Saint-Père. Et comme vous constatez vous-même, c'est l'Esprit Saint qui guide toujours les cardinaux dans cet exercice. Et nous prions, comme le Saint-Esprit a fait tout le temps, il va nous donner un pape qui va gérer l'Église selon le cœur de Jésus-Christ. Mais dans la salle du siège de la conférence épiscopale à Mvoli, les regards ne sont pas uniquement tournés vers le Vatican. L'Église locale jette aussi un regard attentif sur la maison Cameroun. On s'est rendu compte que la société camerounaise, et en particulier à Yaoundé, attend de l'Église une qualité de présence, d'action et de service. Et c'est important que quand les évêques viennent ici, je puisse leur donner ce compte rendu que dans la ville capitale, l'Église est attendue sur beaucoup de terrains. Il va falloir être disponible à tous les niveaux pour apporter une lumière, une sagesse, une réflexion, une critique, bref, une appréciation et même pourquoi pas des indications de progression. Dès l'ouverture des travaux ce mardi, les évêques ont remis sur la table leur fameuse lettre sur les élections adressée aux Camerounais il y a quelques mois. Un document qui invite chacun à revisiter avec gravité à l'approche de la présidentielle d'octobre. Car pour les hommes en soutane, la paix ne s'improvise pas. Elle se prépare dans la conscience des citoyens. Et dans une ambiance de recueillement, la basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier accueille ce soir la messe solennelle d'ouverture de la 50e assemblée plénière des évêques du Cameroun, une célébration eucharistique dédiée au pape François. Delphine Fonkoutene, Michel Foucault, Raoul Ngoufo. La basilique Marie-Reine des Apôtres a fait son plein d'œuvre ce soir. Les fidèles sont venus nombreux assister à la messe marquant l'ouverture de la 50e assemblée plénière ordinaire des évêques du Cameroun. Pendant près de 2 heures, la célébration eucharistique dédiée au pape François a été marquée par des chants, des louanges et d'adoration, mais surtout par des prières élevées vers le Père. Dans son homélie de circonstance, le nonce apostolique a salué les œuvres et actions du Saint-Père en faveur de l'Afrique, mais surtout du Cameroun. Pour nous, ici, entre autres choses,
entre autres choses. Le pape François a promulgué à Rome le décret reconnaissant les vertus héroïques du serviteur de Dieu Simon Mpek, appelé Papa Simon. Plusieurs membres du gouvernement, membres du corps diplomatique sont venus prendre part à cette messe pontificale. Un Saint-Siège a été allumé en l'honneur du pape François, dont les catholiques prient pour le repos éternel. Basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvoli à Yaoundé, Delphine Fonkoutene, Michel Foucault, Séverin Foto, Raoul Ngoufo. Allons à Kouket-Maloum, quartier paisible de Foumbane. Un baobab centenaire s'est effondré sur le centre médical local, emportant la vie d'une mère de famille et blessant 4 autres personnes. Le récit de Michael Chipkio sur les images de Njoya Nourdine. Nous sommes à Kouket-Maloum, un quartier de Foumbane. Le drame s'est noué dans l'enceinte de ce centre médical. Un baobab, vieux de plusieurs décennies, s'est effondré à la suite d'une forte pluie accompagnée de violentes rafales de vent. Le bilan est lourd. Une femme a perdu la vie et 4 autres personnes ont été blessées. Une de nos personnels de pharmacie qui a rendu la monsieur. Nous avons noté 4 blessés. Pour le moment, les mesures sont prises pour assurer la continuité des services. Pourtant, selon les riverains, cet arbre majestueux ne semblait représenter aucun danger. Mais le temps et les éléments semblent avoir eu raison de sa robustesse. Sur les lieux, plusieurs habitants de Foumbane sont venus constater les dégâts. Cet arbre-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Si réellement on pouvait voir qu'on nous bannit tous ces arbres. Tout ce que nous voyons du temps, c'est que, puisque ce ne sont pas les seuls gros arbres qui sont parchemés dans les villes de Foumbane, qui reviennent maintenant aux forces, aux autorités, que ce soit administratif, communal, de prendre leurs responsabilités et traditionnelles même, pour que de tels cas n'arrivent plus dans la ville de Foumbane. À la maison familiale de la défunte, mère de 5 enfants, l'émotion est vive. Tristesse, consternation. Les prières musulmanes accompagnent la dépouille avant son inhumation. Et à Nkola-Famba, depuis plusieurs jours, les habitants vivent au rythme des coupures d'électricité, victimes d'une série d'actes de vandalisme sur les poteaux du réseau électrique. Dans l'obscurité qui s'est apaisée, la colère gronde, l'espoir vacille et les interrogations s'enchaînent. Claude Audrey-Mbala et Lungvondo. Cadenas arrachés, isolateurs volés, ponts électriques sabotés. En Nkola-Famba, les poteaux qui, hier encore, incarnaient la solidité du réseau ne sont plus que de tristes silhouettes mutilées. Ce sont des signes, témoins silencieux d'actes de vandalisme délibérés. Ils s'effondrent dans l'indifférence, au grand désarroi des riverains. L'inquiétude monte, la lassitude s'installe. La population, privée de lumière, voit sa patience vaciller. La population en souffre, puisqu'il y a des gens qui ont des produits fraîches, des congélateurs, certains qui font des petits marchés et qui ne peuvent plus s'en sortir. Et tu as une coupure que ça ne dépend pas des néos, que ce sont des vandales qui l'ont fait. Vous voyez comment ça fait souffrir toute une famille? Le quotidien est défiguré. Pas d'éclairage public, pas d'alimentation électrique dans les foyers. Les commerces tournent au ralenti, les frigos sont à l'arrêt, les nuits sont longues et angoissantes. L'habitude de vivre dans l'obscurité est devenue une norme. À Meyo, on ne compte plus les jours passés à espérer, mais la lumière se fait toujours attendre. On ne peut pas être partout au même moment. Donc c'est à eux, n'est-ce pas, de nous aider à sécuriser notre réseau électrique. Ils ont le droit d'interpeller un agent Eneo sur le réseau, lui demander qu'est-ce qui l'amène travailler chez nous. Face à cette crise, les autorités locales promettent une réaction rapide. Des équipes techniques sont annoncées sur le terrain, tandis que les enquêtes s'ouvrent pour identifier les auteurs de ces actes de sabotage. C'est des individus qui ne sont certainement pas toujours de Nkola-Famba, mais qui viennent de loin, qui venaient tranquillement couper les éléments de structuration du réseau. Nous allons faire tout pour limiter cela en sensibilisant toutes les populations de Nkola-Famba. Il y a urgence. Urgence à réparer, à sécuriser, à rétablir l'électricité. À Meyo, les habitants n'aspirent qu'à une chose, sortir de cette obscurité imposée.
Et je vous l'annoncer en titre à Douala, les habitants du quartier Cité Sic ont exprimé leur colère face à la dégradation du marché local et aux démolitions annoncées. Ils ont réclamé des solutions urgentes pour améliorer leurs conditions de vie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La première mission économique italienne du secteur de l'ameublement se prépare au Cameroun, prévue du 5 au 7 mai. Cette initiative de l'Agence italienne pour le commerce extérieur, en collaboration avec l'ambassade d'Italie, est destinée à booster ce secteur au Cameroun. Les contours de cet événement avec Joël Jomdroit et Constant Kamga. Le secteur de l'ameublement, de la finition et de l'illumination camerounais pourra bénéficier de la touche italienne. Grâce à une mission économique, des chefs d'entreprise du pays de la pasta seront au Cameroun du 5 au 7 mai prochain. En ligne de mire de cette initiative de l'Agence italienne pour le commerce extérieur en collaboration avec l'ambassade d'Italie, opérer un transfert de l'expertise italienne en la matière. C'est un secteur où l'Italie a une excellente réputation au Cameroun, d'une capacité d'offrir qualité à des prix proportionnés, bien sûr, et un excellent design. Plus d'une dizaine de capitaines d'industrie venant d'Italie afin d'explorer des pistes d'investissement dans un secteur en pleine expansion. Une mission économique ciblée d'une telle ampleur, c'est une première. Des conférences, des meetings et des B2B. Évidemment, des rencontres B2B. Les entreprises viennent explorer, elles viennent faire éventuellement des partenariats pour elles, de savoir ce qui est faisable. La célébration des 50 ans de l'Ordre des architectes du Cameroun sert de prétexte à cette rencontre économique d'envergure entre Italiens et Camerounais du secteur de l'ameublement qui se déroulera en 2 dates, le 5 mai à Douala et le 7 mai à Yaoundé. La presse doit d'être forte et éviter d'être à la solde des gouvernants et autres groupes organisés. La future célébration de la journée de la liberté de la presse donne l'occasion de panser les plaies. Ce mardi a eu lieu à Douala le lancement de la 3e édition de la Semaine de la presse. Haroun Nazira, Marus Koso. Tous ici réunis, les journalistes parlent de leur activité de terrain. En trichant d'expérience, chacun est édifié. Le 3 mai prochain se célèbre la journée de la liberté de la presse. Le déploiement sur le territoire national est alors dévoilé. Puis nous aurons des activités de formation, de débat. On a de très beaux projets sur les awards dans le Nord-Ouest. On a également la relance des clubs journaux à Maroua. Et également, on a des festivals, notamment dans le Sud. Et on a plein de déploiements de choses que nous devons faire. La désinformation, le non-respect de la déontologie et de l'éthique sont mis au chapitre de l'autocritique. Mais aux yeux des syndicalistes de la presse, l'État se plaît à maintenir précaire la presse. La presse camerounaise est en train de mourir et elle est tuée par le système gouvernant. On ne peut pas être dans un environnement de la presse comme le nôtre où on ne fait rien pour que la presse se développe. Sur le terrain, les journalistes ont du mal à se déployer. Et dans les rédactions, plusieurs entorses se dressent sur le chemin. Nous avons une convention collective signée depuis 2008 qui n'est toujours pas appliquée. Nous avons beaucoup de jeunes confrères et consoeurs qui n'ont pas de contrat de travail, qui n'ont pas de salaire. Et cet environnement est difficile, rendu au lendemain de la préparation de l'élection présidentielle. C'est pour ça que nous demandons aux patrons de presse qui emploient des journalistes de pouvoir garantir un minimum à ces employés-là, à ces journalistes-là. Le 3 mai, la liberté de la presse sera célébrée et cette conférence ouvre les activités. Et la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux est au cœur de la 2e journée du café de la CNC. Les discussions ont porté sur les outils pour combattre ce phénomène et sur la nécessité pour le Conseil national de la communication de sanctionner les professionnels fautifs. Le compte rendu de Junior Roussin et Stéphane Binac. La désinformation devenue virale à travers les réseaux sociaux interpelle sans façon la responsabilité des journalistes dans les rédactions traditionnelles. Et donc le journaliste d'une rédaction constituée doit veiller à ce que les sacro-saints principes de vérification, de recoupement, de sources soient
préserver. Le café du CNC, mettant en discussion journalistes et membres du conseil de la communication, fait des invités, des débats télévisés, des porteurs de discours haineux et de désinformation si rien n'est fait par le média qui les invite. Quand il vient dans le média, l'éditeur du média va assumer tout ce qui est édité, que ce soit en audiovisuel ou ailleurs. Donc, il ne doit pas venir créer une situation complexe à l'éditeur. Sur la question des sanctions imputées aux médias par le CNC, l'organe régulateur n'entend pas baisser la garde pour la promotion et la protection de la liberté de la presse au Cameroun. Nous ne sanctionnons pas parce que nous voulons sanctionner. Nous sanctionnons parce qu'il y a des fautes professionnelles et c'est cadré par la loi. Cette deuxième et dernière journée du café du CNC vise à amener les professionnels de médias à lutter contre les discours de haine et la désinformation avant, pendant et après l'élection présidentielle. Et le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun constitue un rendez-vous majeur pour les professionnels du secteur médiatique. Au-delà des experts, l'événement attire également un public curieux et avide de découvertes. Leslie Poumetia et Thierry Nana ont sillonné le site pour vous offrir un aperçu fidèle de cet événement. Dès leur arrivée, les visiteurs sont accueillis par des stands époustouflants qui témoignent de la créativité qui anime cet événement. Des œuvres artistiques aux productions audiovisuelles. Chaque espace semble inviter à une immersion totale dans l'univers de l'audiovisuel. Le salon ne manque pas de surprendre par la diversité et la qualité des présentations. Je suis impressionnée, il y a des stands partout. Je m'attendais seulement à de l'audiovisuel, mais je vois bien plus que ça, culturel, des produits peut-être naturels et autres. Félicitations à Yolande Bodjon pour cette initiative. Et franchement, c'est la magie. Je suis très contente, surtout parce que Canal 2 est représenté. Parmi la foule, passionnés et professionnels de l'audiovisuel se retrouvent sur un terrain commun, unissant leurs idées, leurs expertises et leur enthousiasme pour ce secteur en pleine évolution. Je suis content de voir que les professionnels de l'audiovisuel camerounais et africains ont trouvé un cadre pour s'exprimer, pour échanger, pour faire valoir leurs compétences. On a déjà beaucoup de dynamisme en termes de quantité. Maintenant, nous avons besoin d'apprendre des autres pour nous améliorer encore au niveau de la qualité. Ce que je remarque, c'est le grand nombre d'acteurs de l'audiovisuel qui sont parfaitement bien disposés et c'est plutôt impressionnant. De anciens encore parce que je veux davantage. Mais au-delà d'un simple lieu de rencontre, le SINAC 3 se distingue également par sa vocation éducative. C'est un véritable espace d'apprentissage où chaque participant peut enrichir ses connaissances et découvrir de nouvelles perspectives sur les enjeux de l'audiovisuel. Non seulement je fais des connaissances, mais aussi j'acquiers aussi les notions qui pourront me permettre, pourquoi ne pas me lancer aussi dans le domaine de l'audiovisuel, ou alors pourquoi ne pas aussi créer ma propre chaîne de télévision, de radio. Déjà c'est la curiosité aussi, avoir une ample connaissance de ce qui se fait sur les lieux, étant donné que c'est l'audiovisuel, on cherche aussi à s'informer, on cherche à ne pas être ignorant de la chose. Ce mardi 29 avril, le salon a accueilli une conférence qui a exploré plusieurs thèmes clés du secteur. Cette troisième édition, qui réunit une vingtaine de pays d'Afrique et d'ailleurs, témoigne de l'importance croissante de cet événement pour les professionnels du monde entier. Il s'achève le jeudi 1er mai. Et nous espérons retrouver avant la fin de ce journal Lil Piedjou avec son invité Massama Gueye, conseiller technique à la présidence du Sénégal. Parlons à présent du groupe Canal 2 qui a reçu la visite de deux personnalités éminentes, Pierre-Jean Chalençon, antiquaire de renom, et Rémi Le Forestier, créateur de meubles de luxe. Cette visite de courtoisie a été l'occasion d'échanges enrichissants et de projets prometteurs. Titi Freeman, Armand Pagna. Rencontre exceptionnelle ce 28 avril au siège du groupe Canal 2. Pierre-Jean Chalençon, collectionneur passionné de l'époque napoléonienne, et Rémi Forestier, maître du mobilier haut de gamme, sont accueillis par le président directeur général Emmanuel Chatuet et le staff dirigeant de Canal 2, le tout sous le regard de leur partenaire d'affaires.
Ils sont venus découvrir le Cameroun et ça fait des années que je connais Jean-Pierre sur la chaîne 2. Nous avons beaucoup de projets. Ils sont la bienvenue. Je crois qu'ici, avec leur connaissance, Rémi, qui est un expert en la matière, dans sa fabrication des meubles anciens, Rémi, qui collectionne depuis la nuit des temps. C'est des choses que nous n'avons pas ici. Et quand ils amèneront ça ici, pourquoi pas venir nous apprendre ça, comme ça, découvrir ça. Eux aussi, ils aimeraient découvrir le Cameroun. Après un entretien chaleureux avec leurs hôtes, les deux experts entament un tour complet du propriétaire. Bureau, studio de la radiovision Suite FM et plateau de télévision. Le duo se familiarise avec les coulisses du groupe de médias leaders au Cameroun. Moment clé de la visite, théâtre d'un entretien exclusif. Il y a beaucoup de choses à faire avec le Cameroun. Moi, je serais très heureux d'organiser justement ce que disait Rémi, pourquoi pas l'ouverture d'un centre culturel avec du mobilier, ce serait extraordinaire. Je suis tout à fait de l'avis de Pierre-Jean, et puis c'est Churchill qui disait « Un peuple sans histoire n'a pas d'avenir ». Et il est important que les générations puissent avoir une trace de l'histoire de leurs ancêtres, de l'histoire de leur pays, pour pouvoir avancer et s'instruire. Occasion également pour le conseiller du président de la Fédération camerounaise de football de le féliciter pour son nouveau titre à la Confédération africaine de football. Je ne quitterai pas ce podium sans toutefois féliciter, j'ai dit au PDG, le président Samuel Eto'o pour sa nomination le week-end dernier à Ghana comme le président de la commission technique et de la promotion du football africain. Séduits par le potentiel artistique du Cameroun, les deux invités repartent avec de nombreuses idées et l'envie. Revenons donc sur Massamba Gueye, le conseiller technique à la présidence du Sénégal, qui discute de l'évolution de l'audiovisuel en Afrique et de l'importance de raconter nos propres histoires. Il est en direct du SINAC avec Lille Piediou. Bonsoir Lille. Bonsoir Alain Gislain-Kanga, bonsoir aux téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus ici au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et pour ce décrochage au 19h50, nous recevons une figure incontournable de la scène culturelle sénégalaise et africaine. Il incarne même l'esprit de moralité, de l'oralité africaine. Il est le fondateur et directeur artistique de la Maison de l'oralité et du patrimoine Kéléti, Dr Massamba Gueye. Bonsoir. Bonsoir Madame Lille, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, on est bien installé ici au salon. Et bien arrivé à Douala où la pluie nous a accueillis. C'est toujours un honneur en tant qu'Africain de venir sur cette grande terre de l'Afrique qu'est le Cameroun. Dans un monde dominé par l'image et la vitesse, comment réconcilier l'audiovisuel moderne avec la profondeur de l'oralité africaine qui perd son temps pour transmettre? L'audiovisuel, c'est juste un support. La télévision, c'est un support. La radio, c'est un support. Dans ce support, il faut des contenus. Et si nous ne mettons pas un contenu qui nous ressemble, si nous ne mettons pas des éléments du patrimoine, notre façon de vivre, notre façon de manger, nous ne dirons pas au monde qui nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'autonomie que l'Afrique cherche se trouve, et je l'ai dit dans ma thèse il y a une quinzaine d'années, on ne peut pas ne pas mettre notre patrimoine. La radio n'est pas contre l'oralité, la télévision n'est pas contre l'oralité. Aujourd'hui, WhatsApp nous a montré que les femmes qui parlent les langues nationales ont un savoir et ce savoir est partagé avec tout le monde comme les autres. L'oralité pour moi, c'est ce que vous faites en ce moment avec moi. C'est ce que fait le journaliste à la radio. L'oralité a toujours été présente. Maintenant, si nous apprenons à ne pas mépriser notre patrimoine, nous remplirons le monde de contenu et l'IA ne racontera pas au monde une Afrique que nous ne sommes pas. Et l'Afrique produit justement de plus en plus des contenus, mais raconte-t-elle réellement ses propres récits? Quelle rupture faut-il opérer pour que notre audiovisuel cesse d'être un simple miroir d'ailleurs? L'audiovisuel africain actuellement obéit beaucoup à des contenus de ceux qui donnent de l'argent. Si nous avons des fonds dans chaque pays qui financent l'audiovisuel, nous pourrons aider les réalisateurs à aller chercher des éléments et avoir les moyens de les scénariser. C'est le propos de tout de suite. Il n'y a pas de secret.
un peuple se raconte ou se fait raconter. Et l'Afrique s'est fait raconter depuis le début. Et vous plaidez donc finalement pour une réappropriation de nos mots imaginaires. Mais exactement, il faut que nos enfants, dès leur plus petit âge, se rendent compte dans les dessins animés que nous avons produit, nous en Afrique, de qui nous sommes. Quand on laisse l'imaginaire de nos enfants avec les producteurs du monde, nos enfants vont imiter le monde. Merci à vous, docteur Massambagé. Vous repartez demain pour le Sénégal. Merci, c'était un plaisir. Vous êtes le fondateur et directeur artistique de la Maison de l'oralité et du patrimoine Liti, que je prononce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la maison du grand-père. D'accord, merci à vous et bon retour au Sénégal, à la Sinankanga. Voilà donc le petit contenu du SINAC 3. On se retrouve demain pour un autre décrochage. Bonsoir. Merci Lille, et on parle de culture à présent. Petit Malo, Petit Beaux-Arts, les rythmeurs entre autres étaient sur la scène du Palais des Sports de Yaoundé à l'occasion de l'événement dénommé Mbolé Party, mêlant concours de danse, chant et performance. Retour sur ce moment avec Joël Jean 3 et Joël Difo. Devant un public en liesse, le Mbolé prend le pouvoir au Palais des Sports de Yaoundé ce samedi. Petit Malo, les rythmeurs, Gift le Russe, Joli Garçon et bien d'autres pionniers de ces rythmes qui fait battre les cœurs répondent présents à l'occasion de l'événement dénommé Mbolé Party. Fait marquant, Happy Foulane retrouve la scène. Pour Petit Beaux-Arts, voir le Mbolé porter en triomphe sur la scène du Palais des Sports, une consécration. Pas posé, c'est pas donné à n'importe qui. Ça prouve que le Mbolé a un chemin qui est en train d'avancer, avoir autant de monde. Concours de danse, chant et de percussion viennent agrémenter le spectacle. L'organisation entend accompagner un mouvement né dans les quartiers populaires et propulsé par le génie créateur de la jeunesse camerounaise. Donner de la force à un mouvement qui en avait besoin, à un mouvement qu'il méritait. Vous avez pu le voir, tout le public en liesse avec les artistes. Du Mbolé au rap, une seule note à franchir, d'où la présence des artistes Kameni et Bad Nova. Le public est sous le charme. C'était vraiment extraordinaire, j'ai vraiment impressionnant. C'était très impressionnant de voir à quel point les Camerounais sont très solidaires. Donc vraiment assister à ce show, c'était un immense plaisir. Le temps d'un spectacle, le Mbolé a rencontré son public avec émotion. En sport, l'association camerounaise des arbitres de football du centre invite ses collègues à s'en tenir au communiqué du président national sur les motivations de ces menaces continues. Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault sont allés à la rencontre du président de la CAF Centre. L'association camerounaise des arbitres du football relance le jeu après le revers de la 21e journée en MTN Elite One, où plusieurs de ses membres ont, en dépit du mot d'ordre en vigueur depuis le 21 avril, signé leur présence dans les stades. Le boycott est réitéré ce 28 avril par communiqué du président régional des arbitres pour le centre. Si l'on a vu à quel moment j'ai mis ce communiqué, c'est parce que j'ai eu la pression de mes membres. J'ai eu la pression des membres qui ont dit « Nous avions un rendez-vous depuis l'année dernière et jusqu'aujourd'hui nous ne voyons rien. Nous avons besoin d'être rassurés. » La CAF réclame le paiement d'arriérés sur 3 saisons, environ 300 millions de francs CFA, dont 22 millions à reverser pour la seule région du centre. Il faut dire que pour l'année 2024-2027 qui est en cours, en 21 journées pratiquement de jouer en Ligue 1, une seule journée a été payée. Les arbitres affirment que leur démarche ne résulte aucunement d'une manœuvre visant à combattre la fédération, mais de l'absence de dialogue. Nous ne sommes pas dans les petites bagarres où les gens nous pensent que nous avons été achetés par une autre partie pour saquer le président de la FECAFOOT à l'effet de ne pas être réélu d'ici décembre 2025. Ce que nous voulons, c'est le paiement des indemnités des arrêts des arbitres. Ou même l'ouverture d'une négociation avec le corps arbitral à l'effet de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons sortir de cette situation macabre. Pour mieux comprendre, nous contactons la Fédération camerounaise de football qui nous redirige vers la Commission centrale des arbitres.
Ici, les responsables s'en lavent les mains et nous renvoient vers la Ligue régionale du centre, restée muette jusqu'ici. Et lors du match de la 20e journée opposant Colombe du Sud et Stade Renard de Melon, de graves incidents ont éclaté, entraînant l'interruption de la rencontre à la mi-temps. Le président Jean Kueté a réagi avec fermeté face à cette situation. Devarionda, Luciano Dodonjako. Le climat était très tendu au stade municipal de Melon lors du match opposant Colombe du Sud à Stade Renard de Melon. Match comptant pour la 20e journée de l'Elite One. À la mi-temps, la rencontre a été interrompue suite à des incidents regrettables. Les dirigeants du Stade Renard, visiblement en colère, ont tenu à faire passer un message clair aux supporters de l'équipe de la Cité du Café. Nous jouons ici depuis 10 ans. Des équipes nous ont battus ici, mais il n'y a jamais eu de débordement. Ils ont reconnu leur erreur et la chance c'est qu'ils n'ont pas touché aux dirigeants de match, aux arbitres. Donc nous regrettons cet acte malheureux et nous confirmons qu'il n'y aura plus jamais de pareilles circonstances dans ce stade. Le président Jean Kueté a appelé à une prise de conscience collective. Des sanctions seront prises si de tels incidents venaient à se reproduire, a-t-il indiqué. Une sensibilisation plutôt bien reçue par les supporters. Et nous sommes satisfaits, nous sommes outillés pour pouvoir continuer à sensibiliser nos populations de garder le calme lors des différentes rencontres. Et après le match contre Colombe, c'est vrai, sous le coup de l'émotion, nous avons été surchauffés, on a fait des bruits. Nous allons sensibiliser les supporters. Cet incident met en lumière les défis auxquels sont confrontés les clubs et les autorités sportives dans la gestion des supporters. La saison continue pour Stade Renard de Melon, mais il est clair que des efforts doivent être faits pour restaurer l'esprit sportif et éviter que ce genre d'incidents ne se reproduisent. Jean-Ernest Masséna Ngalabibé a été installé ce mardi à la tête de la délégation permanente départementale du RDPC pour la Sanaga-Maritime. Sa nomination saluée par les militants ouvre une nouvelle phase politique dans le département et la Banque africaine de l'import-export Afreximbank a tenu son roadshow ce jour à Douala. Objectif, présenter son offre de financement aux opérateurs économiques camerounais. Membre titulaire du comité central du RDPC, Jean-Ernest Masséna Ngalabibé est désormais le nouveau chef de la délégation permanente départementale du Parti pour la Sanaga-Maritime. La cérémonie d'installation s'est tenue sur l'esplanade de la maison du parti en présence d'une foule estimée à plus de 4000 personnes. Responsables politiques, élus, notables, militants et chefs traditionnels étaient présents. Je me fais le devoir de vous transmettre fidèlement les félicitations et les encouragements du président national, ainsi que celles et ceux du secrétaire général du comité central, auxquels j'associe des biens propres, ainsi que ceux de la délégation qui m'accompagne. Ce choix du président national du RDPC est perçu comme une reconnaissance du parcours et de l'engagement constant de l'homme politique. Il marque aussi le début d'un nouveau chapitre pour les 11 sections locales du département qui y voit un appel à l'unité et à la mobilisation en vue des échéances de 2025. Si cet appel au rassemblement que je lance aujourd'hui est accepté, cette main tendue que je tends, que j'envoie à destination de l'ensemble du département de la Sanaga-Maritime, s'il obtient cet écho favorable, je suis sûr que ensemble, nous atteindrons les objectifs qui nous sont fixés au plus grand bonheur de notre président national, le père de la nation, son Excellence Paul Biya. Le représentant du chef de la délégation permanente régionale du Parti pour le littoral, Siegfried David Etame Massoma, a rappelé aux nouveaux délégués l'importance de préserver la cohésion, de consolider les acquis du parti et de rester attentif aux aspirations de la base militante. Il a également exhorté à œuvrer pour la victoire du candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Doit rassembler les élites, rassembler les militants
les élites intérieures et extérieures, les responsables du parti, les femmes, les jeunes, pour atteindre cet objectif. Tout ce que nous pouvons dire là se ramène à cela, parce qu'il ne faut pas que la Sanaga maritime soit derrière. Notre objectif, c'est que le littoral, par un vote massif, renouvelle, n'est-ce pas, sa confiance au président national de notre parti. Cette double casquette, militante et administrative, confère à Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibeye une position stratégique pour impulser une nouvelle dynamique. Ses collaborateurs, déjà mobilisés, entendent faire bloc derrière lui pour faire rayonner davantage le RDPC dans la Sanaga maritime. Réaliser le potentiel économique du Cameroun grâce à la mise en œuvre du mandat d'Afreximbank, tel est le thème qui a porté le roadshow de la Banque africaine de l'import-export ce 29 avril 2025 à Douala. Une conférence qui a réuni les opérateurs économiques et autres chefs d'entreprise en un même lieu, auréolé par la présence des représentants du ministre du Commerce et du ministre des Finances qui apprécient l'initiative. Ça, il faut le dire, c'est une très grande opportunité. Afreximbank également a essayé un tout petit peu de faire dans ce qu'on appelle l'éducation financière, en présentant un tout petit peu les opportunités en matière de financement qu'il y a pour ces entreprises-là à saisir pour pouvoir conquérir le marché sous-régional, le marché régional et même le marché international. Donc ça, c'est une bonne chose parce que parfois, nous entendons quand on regarde les statistiques, que ce soit celle de l'Institut national de la statistique, vous avez ou bien celle du GECAM, vous avez des entreprises qui vous disent parmi les contraintes, nous avons des contraintes d'accès au financement. Vous voyez qu'avec Afreximbank, on vous montre qu'il y a effectivement des opportunités de financement pour des entreprises de petite taille. Cet accompagnement n'est pas seulement pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé. C'est pour cela que cette conférence aujourd'hui avec Afreximbank, son anti-roadshow, qui est tout simplement vulgariser les potentiels de cette institution en termes d'accompagnement, elle peut véritablement nous aider à accélérer les différents projets structurels, transformationnels que l'État envisage. Dévoué au financement et à la promotion du commerce intra- et extra-africain depuis une trentaine d'années, Afreximbank apporte des solutions innovantes de financement au travers des banques commerciales favorables au développement de l'industrie, une aubaine pour atteindre l'import-substitution tant recherché au Cameroun. Nous avons déjà commencé à soutenir les banques commerciales, à les octroyer les facilités de crédit. Nous sommes aussi en train d'encourager la fabrication locale pour réduire l'importation. Nous sommes en train, parce que nous avons financé la raffinerie de Dangote, nous sommes en train de repositionner l'importation des produits pétroliers pour que ça vienne de Dangote au Cameroun, qui a déjà commencé à exporter au Cameroun. Nous allons mettre en place les facilités pour soutenir le gouvernement du Cameroun. Afreximbank nourrit de grandes ambitions pour le Cameroun. En tant que Camerounais, ce que je veux faire, c'est de reconstruire la raffinerie de la Sorana, c'est de reconstruire les aéroports du Cameroun, repositionner parce que la position du Cameroun est bien stratégique, reconstruire les infrastructures qui vont permettre au pays de se représenter en Afrique et dans le monde entier. L'initiative de cette banque au Cameroun est fort encouragée par les entrepreneurs. Mostly what we lack as businessmen in Cameroon is not just financing, because financing the local banks can do, but development financing, which means that financing we can take from 5, 6, 7 to 10 years, which can make you develop a project from beginning to end with the financing, because the local banks cannot do that. Afreximbank souhaite transformer le commerce en Afrique, aux entrepreneurs camerounais de saisir l'opportunité. Cette mobilisation à la place de l'indépendance de Buea au lieu du Bongo Square est le prolongement de la déclaration faite le 13 février dernier par les leaders des jeunes à Yaoundé. Alors qu'ils célébraient le 92e anniversaire du président Paul Biya, ces jeunes prenaient sur eux l'engagement de payer la caution de 30 millions de francs CFA pour le dépôt légal de la candidature du président Paul Biya en vue de sa participation à la présidentielle de 2025. Ce qui n'a pas manqué de faire écho au sein de la jeunesse RDPC du Sud-Ouest.
Notre fierté aujourd'hui à Buea, dans le sud-ouest, c'est que nous sommes la toute première région à lancer cette opération avec une somme de 5 millions de francs CFA. Nous croyons en la vision, dans le leadership du président Paul Biya. Se réjouissant de la première contribution qui vient du sud-ouest, le président national de l'OJR-DPC s'apprête à mettre le cap sur les 9 autres régions. Les autres régions vont suivre. Le moment venu, lorsque le corps électoral sera convoqué, nous serons prêts pour remettre aux représentants du candidat Paul Biya la caution promise par la jeunesse. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est davantage l'engagement des jeunes, une marque de soutien des jeunes à la candidature de leur père qu'ils aiment tant. En célébrant cette union, cet engagement et la confiance en l'avenir, Auguste Tessomba poursuit la pédagogie en vue d'assurer au président Paul Biya un plébiscite en octobre prochain. Nous avons d'ailleurs invité à s'inscrire sur les listes électorales pour ceux qui traînent encore le pas. Et il faut qu'ils sachent qu'ils sont en retard. Donc les jeunes doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales pour plébisciter le candidat Paul Biya. La capacité de mobilisation des jeunes autour des idéaux du père du renouveau est ici saluée par le ministre Naloba Lyonga, natif de cette région et membre du comité central. The future of our nation rests in your hands, the youths. Look around you, young people of the Southwest. Look at the natural wonders that define our identity and fuel our dreams. Let the majestic Mount Cameroon in Fako Division standing tall as a beacon of strength and resilience. Auguste Tessomba, le président national de l'OJR-DPC, était accompagné de plusieurs autres leaders jeunes du parti, à l'instar d'Herman Akapoka et de Jean-Marc Mbafo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.